bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Un message de Ben Moubamba depuis la Fédération de Russie à l'attention du peuple gabonais. Mes chers compatriotes, je suis venu vous parler en audio aujourd'hui le 5 juillet 2020 pour que vous preniez conscience que nous sommes arrivés ou nous sommes en train d'arriver à la fin de l'histoire du Gabon. C'est un moment historique très important et nous n'en avons peut-être pas conscience. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire du Gabon et nous sommes en train de vivre le dernier combat des Bantous du Gabon. Quand je dis Bantou ou Batou, je parle de la définition de l'être humain dans nos cultures. On est Bantou, c'est-à-dire être humain, indépendamment de la race ou de la culture ou du pays, parce qu'on n'est ni un animal, ni un fantôme, ni un être errant, un ditingo comme on dit dans le sud, ou un autre nom ailleurs au Gabon. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire des êtres humains au Gabon, en terre bantoue du Gabon. Pourquoi ? Parce que, selon une opinion généralement admise, l'histoire de l'humanité pourrait avoir commencé au Gabon. On sait que les premières traces de vie, on les retrouve dans ce qu'on appelle improprement aujourd'hui le franc-sévillois, mais à vrai dire dans le territoire de Massoukou, dans le Haut-Ogooué, mais aussi dans la Lopé, le Goué-Vindo, mais également dans le Nyangou au sud-ouest. Et si le Gabon était un pays où les archéologues avaient le droit de chercher et de fouiller, on retrouverait des choses absolument incroyables en République gabonaise. C'est un pays dont on sait qu'il est habité depuis près de 400 000 ans. Et les premières traces de vie remontent à plusieurs milliards d'années. Donc, ceux qui ont dit comme les premiers présidents de la République gabonaise que le Gabon n'existait pas avant l'arrivée des peuples des mers étaient soit ignorants ou ils agissaient sous l'effet d'une malveillance. Mais ce n'est pas le but de notre propos d'aujourd'hui. Le but de notre propos aujourd'hui est de vous faire comprendre que, avec la mort d'Omar Bongo Ondimba en juin 2009, le Gabon est entré dans un cycle extrêmement délicat. C'était donc la fin d'un système qui avait porté sur lui des siècles d'héritage malveillant, démoniaque, satanique, si je puis m'exprimer ainsi. Omar Bongo a été la synthèse de siècles de souffrance pendant ses 42 ans de règne. Et bien que son fils putatif Ali Bongo Ondimba ait pris le pouvoir en août, septembre, octobre 2009, et vous savez que j'étais candidat, et bien malgré cela, vous savez que les 10 ans de pouvoir d'Ali Bongo n'ont jamais amené à la tête du Gabon l'essence même du pouvoir. C'est comme si le pouvoir s'était volatilisé d'une part avec la mort de Omar Bongo Ondimba en juin 2009, mais encore plus avec la mort suspecte de l'opposant historique Pierre Mamboundou Mamboundou le 15 octobre 2011. Ali Bongo, n'ayant pas l'essence du pouvoir dans ses mains, s'est rattrapé avec les crimes rituels, avec ce qu'on a appelé l'alliance avec les Abyssiniens, les Somaliens, les Éthiopiens,
les Béninois, en tout cas ce qu'on peut qualifier d'Abyssiniens ou de quelque part de Kémites, entre guillemets, puisque selon une opinion peut-être à relativiser, il y aurait une différence entre les Bantous Congo et les Kamites, qui sont des Noirs qui sont arabisés quelque part avec les peuples d'Eurasie. On en veut pour preuve les Tutsis du Paul Kagame, qui sont toujours en guerre contre les Hutus et les Bantous à l'est de la République démocratique du Congo. Et on voit bien que les Éthiopiens sont des types de Noirs différents des Bantous, puisqu'ils sont de peau un peu plus claire. Mais non, des plaies, ce sont des Africains comme tous les autres. Mais comme vous le savez, Omar Bongo Ondimba, pendant ses 42 ans de pouvoir, a emmené le Gabon à la disparition des mémoires et de l'identité bantou, alors que lui-même était un bantou, issu bien sûr de la communauté pygmée, mais un bantou quand même. Omar Bongo a synthétisé et l'arrivée des Portugais, qui, à la demande du pape Nicolas V, le 8 janvier 1454, le pape Nicolas V, un pape sataniste du Vatican, moi-même je suis catholique, mais je suis obligé de le reconnaître, il a pris une décision, signé un décret religieux qu'on appelle une bulle papale, par laquelle il a confié aux Portugais, à l'Empire portugais, la mission d'aller réduire les Noirs africains à la servitude perpétuelle. Même pas à la servitude tout court, mais à la servitude éternelle, permanente. Donc les Portugais ont eu cette mission, Dieu sait pourquoi, ils ont mis quelques décennies à construire leur bateau et l'aventure maritime a commencé. Arrivant donc sur les côtes noires africaines, ils ont baptisé nos pays de noms étranges. Le Cameroun, par exemple, a été appelé le pays des écrevisses. Les écrevisses étant d'ailleurs un symbole des entités marines subaquatiques, les queues des écrevisses rouges, renvoyant aux queues de ce qu'on appelle les sirènes de Kribi, pour ceux qui connaissent le Cameroun. Donc, arrivant au Gabon, ils nous ont baptisé d'un nom bizarre qui s'appelle donc le manteau, le cabaon, ce qui revient en fait au manteau d'un prostitué, d'une sorte d'hermaphrodite matelot qu'on a à bord des bateaux. C'est le pouvoir des mers, le pouvoir de l'instabilité. La seule stabilité, c'est le bateau. Et les seules femmes qu'on pouvait trouver à bord, ce sont des hermaphrodites, des homosexuels, qui avaient d'ailleurs l'habitude de porter un manteau à capuchon qu'on appelait donc le caban, le gabaon. Et arrivant donc au niveau de la pointe de Nid, on a dit après que le Gabon c'était la forme du manteau du Como, ce qui est un mensonge. Non, il y a probablement eu un point de contact avec les mystères du Gabon à la pointe de Nid. Et probablement, il y a eu cette idée satanique d'appeler les populations de la côte les Gabonais, c'est-à-dire des prostituées hermaphrodites homosexuels. Et c'est pour ça que d'ailleurs le Gabon crée un scandale aujourd'hui avec la décision de dépénalisation qui fait grand bruit. Mais ça, c'est une parenthèse que je fais. Donc, les Portugais arrivent et ce sont eux qui mettent les premiers comptoirs, l'esclavage des Bantous, a commencé comme ça. Notre premier contact avec les peuples des mers, avec les Blancs, avec les Européens, avec ce que certains de nos parents appellent les albinos évolués ou les indondo évolués, qui sont des Africains à la base, sur plusieurs milliers d'années, mais qui se sont blanchis pour des raisons génétiques ou climatiques, c'est selon. Eh bien, le premier contact avec les Portugais va emmener l'esclavage. Donc, des millions de Bantous seront enlevés à leurs terres, à leurs racines, à leurs familles,
beaucoup de Bantous du territoire gabonais, maintenant devenus gabonais, vont être envoyés en esclavage en Amérique du Sud, au Brésil, en Guadeloupe, aux États-Unis. Voilà le premier résultat de la bulle papale Pontifex Maximus, de son décret religieux, le souverain pontife romain, c'est-à-dire le grand prêtre de Rome, le guide spirituel de l'empire néo-romain, l'empire occidental. Donc, voici l'esclavage qui dure très longtemps, des siècles, et qui sera suivi par la colonisation. Quelques résistances en Afrique de l'Ouest, comme Samori Touré, enterré à Njolé, le plus grand chef militaire africain, est enterré comme un animal, comme une personne bannie du souvenir de nos mémoires sur l'île de Njolé. Et puis il n'y a aucun pèlerinage, il n'y a aucune mémoire autour de cet homme qui est l'équivalent de Napoléon, qui pourtant est célébré aux Invalides à Paris et tout le monde est content d'y aller. Moi-même j'y suis allé en tant qu'Africain, en tant que catholique, avec le diocèse aux armées françaises. J'ai vu la tombe de l'empereur Napoléon. J'ai aussi vu la tombe de Samori Touré à Njolé au Gabon, l'ancêtre du premier président de la Guinée-Conakry, Sékou Touré. Il est enterré au Gabon. Il est mort comme un va-nu-pied au Gabon, le plus grand chef militaire africain probablement, enseigné dans les écoles militaires du monde entier. Donc, c'est ça le colonialisme. Quelques-uns de nos grands-parents ou arrière-grands-parents s'y sont opposés. Colonialisme, ils n'avaient pas la force, ils ont été matés, tués. Nous avons des parents dans nos ancêtres qui ont eu la tête, le crâne coupé, et puis emmenés on ne sait où, peut-être au musée d'histoire naturelle à Paris. Peut-être qu'un jour on découvrira le crâne de Nyanda Makita, d'Ima Vorolo et puis d'autres grandes figures de la résistance bantoue au Gabon. Donc après la colonisation, nous tombons sur les indépendances ratées. En tout cas au Gabon, indépendance ratée, avec des petits personnages comme Léon Mba qui n'ont pas la conscience du moment historique, de l'évolution historique, avec donc Léon Mba, Senghor, Houphouët-Boigny. On les célèbre aujourd'hui, mais ils ont tué le rêve des Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié, Modibo Keïta au Mali, Sélassié l'empereur éthiopien, le grand empereur. Et donc, nous arrivons aux indépendances où Omar Bongo, après quelques petites années de pouvoir de Léon Mba, peut-être 5 ou 6 ans en réalité, peut-être 4, parce qu'il a vraiment dirigé jusqu'à de 1958 ou 60 à 1964, et puis en 1964, il y a eu le coup d'état militaire qui a été noyé dans le sang, et puis après, il n'était plus lui-même. Le vice-président, directeur de cabinet de l'époque, Albert Bongo, va monter, puis va prendre le pouvoir à partir de 1965-66, et puis officiellement en 1967-68. Donc pendant 42 ans, il va organiser le malheur du peuple gabonais. Je dis bien le malheur du peuple gabonais. L'un des 5 pays les plus riches du monde, avec du pétrole, avec des richesses, le manganèse, l'uranium et tout ce qu'on veut, on va réussir à détruire les familles, les femmes, les jeunes, sous le parti unique. Ça va être quasiment jusqu'en 1990 des années, 30 ans de malheur et de souffrance, d'exécution sommaire, de tuerie, de dictature effroyable, avec un peu d'investissement, mais à partir de 1990, on va entamer 30 années jusqu'en 2019-2020, 30 années où on passe à une fausse démocratie, avec une démocrature, avec une dictature démocratique, le pays qui devient sale, les élites qui rentrent, qui sont pires que leurs aînés, je ne cite pas leur nom, et puis personne ne peut faire évoluer positivement le Gabon, jusqu'à la mort d'Omar Bongo Ondimba en 2009, et là,
l'essence du pouvoir s'en va. Ali Bongo, son fils, tente de s'imposer. Il prendra le pouvoir par la force. Je suis candidat à cette époque gréviste de la faim. Je vois les grands acteurs du pays s'affronter à ce moment. Je suis un peu spectateur, également acteur. Mais je mettrai presque 10 ans à décoder le système gabonais. Puisque on voit qu'en s'appuyant sur les crimes rituels, sur la légion étrangère, le programme ancien qui date depuis 500 ans, depuis le 15e siècle, c'est-à-dire faire disparaître totalement les Bantous qui sont au Gabon, c'est-à-dire les premiers hommes, les hommes d'origine, ceux qui ont toujours été là avec les Pygmées, qui sont arrivés, qui étaient là, qui sont partis et qui sont revenus au fil des siècles, parce que les Bantous, ils sont partout, hein. Ils sont jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Mali. Tombouctou, c'est une ville bantou, hein. Il faut aller jusqu'en Guinée-Conakry. Tout ça, c'est l'espace bantou, mélangé avec d'autres populations africaines, d'autres ethnies africaines, mais l'espace bantou, on le connaît. Donc, nous arrivons avec Ali Bongo en 2019-2020 à 30 ans, de 90 à 2019-2020, on a 30 ans où le pays s'effondre de plus en plus, où les Bantous sont réduits à moins que rien, puisque le système de santé s'effondre, qui fonctionnait un peu.